De commencer sur le sujet, je veux juste me présenter. Donc, bon, ça fait plusieurs années que je viens ici à Coller-en-Seine. Cette année, j'ai changé de chapeau. Je suis passé d'une casquette rouge à un chapeau rouge. J'ai rejoint Red Hat il y a 1 mois et demi, donc c'est tout très récent. Donc le sujet, je l'avais soumis quand j'étais chez Mapper, qui est une plateforme de big data. J'ai gardé le sujet et j'ai gardé la présentation que j'ai un petit peu adapté par rapport à ce que je fais aujourd'hui, parce qu'en fait, on peut l'appliquer justement dans plein de cas. Et je vais essayer de vous parler de quelques cas clients ou quelques architectures qui ont été mises en place. Et si vous voyez mon résumé, mon CV raccourci, j'ai quasiment tout le temps bossé chez les éditeurs. En fait, j'ai toujours été de côté produit, avant-vente, product manager, développeur, ce que je fais aujourd'hui. Donc, je m'occupe du product management. Par contre, je développe toujours. Actuellement, j'ai un petit site en MongoDB, en Node et en React Native également, sur lequel je travaille. Donc, je m'amuse toujours. J'ai besoin de coder pour m'amuser, que ce soit professionnellement ou pas. Et malheureusement, je vais avoir beaucoup de pastilles pas de démo parce que j'ai pas de démo aujourd'hui. J'ai pas eu le temps en 1 mois et demi de me familiariser suffisamment avec la plateforme pour faire cette démo-là sur la plateforme Red Hat. Par contre, en fait, moi, je travaille sur une partie chez Red Hat qui est le côté DevTools. Donc, il y a plein de choses chez Red Hat. Ça va du système d'exploitation au middleware, à la plateforme Kubernetes, qui s'appuie sur OpenShift. Et l'idée de l'équipe dans laquelle je travaille, c'est de définir l'expérience développeur sur ces ensembles de produits offerts par Red Hat. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de microservices, de containers, de Kafka, prendre quelques exemples qu'on a mis en place chez des clients où j'ai pu discuter avec certains d'entre vous ici ou dans d'autres conférences, et avec l'idée de vous montrer des exemples d'architecture et pourquoi les produits ont été mis en place, comment vous pouvez attaquer un projet. C'est assez ouvert et assez vaste. Et donc le premier point, et j'aurais pu prendre n'importe quel des points dans la présentation, que ce soit commencer par un use case ou commencer par les microservices comme je l'ai fait, ou commencer par les containers ou par Kafka. L'idée à la fin, c'est que tout va se regrouper. Et un point important, en fait, c'est qu'on voit de plus en plus des applications qui... alors moi, je viens du monde Java EE, où on faisait des wars et on appliquait plusieurs wars dans un here file qu'on déployait sur un gros container, et on rajoutait et on rajoutait et on rajoutait. À la fin, on avait des gros monolithes. Mais en fait, si on regarde à l'intérieur de cette partie-là, il y a plusieurs composants ou plusieurs fonctionnalités de l'application qu'on peut représenter sous forme de petits blocs blancs, donc des petits modules. Et une idée autour des microservices, en fait, c'est d'exploser vos applications. Alors, soit vous avez une application existante et vous l'explosez en petits modules, en petits services, ou vous démarrez avec des petits services. Et l'idée principale derrière ça, en fait, c'est de fournir un ensemble d'avantages. Il y a des inconvénients, évidemment, mais un ensemble d'avantages pour vous donner de la flexibilité sur le développement, la flexibilité sur le déploiement, sur la scalabilité, etc., qu'on va avoir. Mais par contre, il y a un impact sur l'architecture qui va être mise en place. Donc l'idée, c'est, au lieu de regarder votre application comme un gros bloc, vous allez le regarder sous forme de petits services. Et ces petits services, en fait, sont liés les uns aux autres. Et donc ça, c'est important parce qu'en fait, c'est un réseau de services avec un impact qui est très fort. C'est que certains d'entre eux vont avoir de la persistance. Et lorsqu'aussi on va pouvoir rentrer dans une application, on va pouvoir y rentrer par plusieurs points. Et ça, c'est un gros avantage en fait sur la façon dont vous allez pouvoir réutiliser la logique dans vos applications. C'est ici, on voit que les deux services du haut, soit j'accède directement au service tout en haut, soit au service qui est un peu plus bas, et je vais appeler de façon chaînée un ou plusieurs services derrière. Donc ça, c'est une des caractéristiques, c'est qu'on expose l'application sous forme d'API de plus petit niveau, et avec comme incidence de faire un système distribué, c'est-à-dire que chaque service va être en lui-même, peut tourner sur une machine différente, peut tourner sur plusieurs machines différentes, mais aussi un point qui est très important, peut être développé avec plusieurs technologies. Là, j'ai 2 services qui sont développés en Java,
Et ça pourrait être un service qui est développé dans un conteneur Tomcat, un autre qui serait sur du Spring Boot et un service en Node. Et je peux comme ça mélanger les technologies. Et ça, c'est important. Ou alors, d'ailleurs, un autre service pourrait être un appel à un service web en SaaS qui vous fournit un certain nombre de services applicatifs. Donc ça vous donne énormément de flexibilité sur la façon dont vous pouvez développer, intégrer des nouveaux développeurs, intégrer des nouvelles technologies. La présentation d'avant, c'était sur du Haskell. Pourquoi pas avoir un service de traitement de données en Haskell qui vient s'intégrer à tout ça. Par contre, on est dans un système distribué, donc vous connaissez toutes les fallacies of distributed computing, où il n'y a pas le réseau est toujours fiable, il n'y a pas de latence, la bande passante est infinie, les topologies ne vont pas changer, il y a toujours quelqu'un qui est là pour administrer le réseau, il n'y a pas de coût, etc., etc. Dans la réalité, on sait bien que rien de tout ça existe. On peut tendre vers avoir un réseau qui est toujours fiable, on peut tendre vers une bande passante qui soit infinie, mais d'une part, ça va coûter très cher, et en plus, de toute façon, ça ne marchera jamais à 100%. Donc il y a une conséquence importante pour ça, c'est qu'il faut prendre en considération que les services peuvent tomber. Et si un service tombe ici, celui qui est avec la croix rouge, tout ce qui est en amont ne fonctionne plus, ou va ramener une erreur. Et donc l'idée, en fait, c'est que quand vous allez commencer à penser votre application en microservices, quand vous allez penser votre application avec une architecture qui est distribuée, il faut prendre ça en compte et plutôt le regarder quelles sont les applications, quels sont les frameworks, quels sont les outils qui vont pouvoir m'aider à faire ça. Et un des gros efforts de l'industrie aujourd'hui, l'un des gros efforts de l'open source ou des éditeurs de logiciels, c'est de simplifier en tout cas et d'essayer de fournir ça aux développeurs. Et si on regarde la façon dont on peut regarder un microservice qui est au milieu, qui peut être développé dans énormément de technologies, il faut pouvoir l'exposer sous forme d'API. La plupart du temps, l'API qu'on va utiliser, c'est une API REST, mais on peut imaginer faire d'autres technologies. Et il faut la capacité à découvrir les services, les invoquer de façon automatique, c'est-à-dire que quand on lie deux services entre eux, il faut qu'ils soient facilement invoqués, la capacité à monter en charge horizontalement et redescendre. Ça, c'est un point qui est clé et c'est une qualité importante lorsqu'on va penser microservices. Si on prend l'exemple du début, quand j'avais des grosses applications qui tournaient dans un WebSphere, si j'ai un problème de scalabilité, si je commence à avoir besoin de plus de puissance machine, ça va me coûter très cher. Je vais prendre des grosses machines, les rajouter les unes à côté des autres, installer WebSphere, déployer mon application. Là, l'idée, c'est d'avoir, comme c'est des petits services, je vais pouvoir faire monter en charge, en rajoutant plein de machines physiques ou des machines virtuelles ou des containers, uniquement les 2-3 services qui vont avoir besoin de cette puissance. Et de gérer automatiquement la capacité, c'est vraiment cela l'élasticité, hein, c'est je vais pouvoir en créer plein, au moment où il y en a besoin, un pic d'activité, je redescends sur un nombre de services qui va être un nombre d'instances qui est plus petit. La résilience, c'est la capacité à, si j'ai quelque chose qui tombe, ça va continuer de fonctionner. Je ne vais pas perdre de données, je ne vais pas perdre mon API ou la capacité à utiliser mon application. Là, et après, des services plus techniques autour du pipeline de build, le pipeline de data également, l'authentification, logging et monitoring. Le logging et monitoring sont très, 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 très importants parce qu'en fait, quand vous commencez à travailler avec plusieurs services, A, B, C, D, E, F, vous appelez, ça plante au niveau de E avant d'appliquer F. Si vous n'êtes pas capable de remonter quelle est l'application qui a fait l'appel pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est très dur à débugger. Donc il y a plein de frameworks qui existent autour de ça, et moi je vais vous en parler d'un dans une seconde, mais avant, je veux vous parler de la façon dont on peut faire du messaging, donc l'invocation, et la capacité à prendre en compte l'élasticité, la résilience, la capacité à vraiment monter en charge quand on va avoir besoin d'échanger des événements. Et pour ça, le premier produit auquel j'ai envie de vous parler, c'est Kafka. Qui est-ce qui fait du Kafka ici? Alors j'ai quelques t-shirts, donc je vais les distribuer, je ne peux pas les distribuer à tout le monde. Hop, tiens. Et alors, en fait, qu'est-ce que Kafka? Kafka, il y a plusieurs définitions. C'est un système de publish-subscribe, donc un système de messaging.
Il y a un point important qui est une plateforme de streaming, de data streaming, c'est-à-dire à la fois, quand on parle de data streaming, c'est de l'échange de données, l'échange de messages, l'échange d'événements, mais également la capacité à faire du processing, la capacité à faire du traitement. Et cette partie-là est très importante parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus sur les applications, c'est le traitement des événements en temps réel. Et pour être en adéquation avec les différents besoins techniques que j'ai listés avant, il faut que ce soit distribué, il faut que ça puisse monter en charge horizontalement, c'est-à-dire qu'automatiquement, si j'ai besoin de plus de puissance, il me suffit de rajouter des machines, soit parce que j'ai besoin de stocker plus d'informations, soit parce que j'ai besoin d'avoir plus de messages à envoyer ou plus d'applications à lire les messages. Et à partir du moment où je vais distribuer, il faut que ça soit tolérant aux pannes. 1, 2, 3 machines qui tombent, il ne faut pas que ça ait d'impact sur mon système. Et donc Kafka a été conçu pour ça au début. Alors une autre façon de le voir, c'est de prendre tout ce que j'ai dit en une seule phrase. C'est un système de messaging qui peut faire du streaming et du processing de streaming, qui est distribué horizontalement, blablabla, et qui en fait c'est un commit log. Le point qui est important, c'est qu'en fait Kafka stocke tous les messages sous forme de log, et ça reste. Alors ça reste pas éternellement, ça reste aussi longtemps que vous le voulez. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à du messaging, c'est qu'on va pouvoir revenir et relire s'il y a besoin les messages. Même une semaine après, 15 jours après, si on a choisi de les garder, n'importe quelle application pourra reprendre. Donc un de mes microservices pourra reprendre s'il a besoin. Alors pour info, hein, Kafka, c'est une solution comme beaucoup des projets open source qu'on voit aujourd'hui. C'est la plupart du temps vont venir de grosses sociétés qui ont eu des problèmes, qui les ont résolus, qui ont open sourcé la solution. LinkedIn avait des gros problèmes de capacité à capturer les événements de plein d'applications pour les mettre dans d'autres applications. Faire un énorme ETL dans leur système. Et ils ont créé Kafka pour ça. Donc depuis 2010, ça existe. 2011, ça a été open sourcé. Et maintenant, il y a une société qui le supporte, qui s'appelle Confluent, qui s'est créée autour de Kafka. Mais la communauté Kafka, ça reste un projet Apache. Donc beaucoup de monde l'utilise, beaucoup de monde peut l'augmenter, l'utiliser dans le contexte de projet open source ou dans le contexte de projet commercial. Et c'est un très gros écosystème. Et c'est ça qui a fait son succès, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas nécessairement besoin d'envoyer 8 millions de messages par seconde. Les tests qu'on faisait chez Mapper auparavant, c'était ça. On testait entre 8 et 11 millions de messages par seconde. Mais si tous les gens avaient besoin de ça, Kafka serait partout, puisque c'est à peu près la seule solution qui peut simplement tenir ce système. Par contre, ce qui fait que c'est adopté même sur des cas d'usage un peu plus petits, c'est la richesse fonctionnelle de l'écosystème. C'est-à-dire que c'est relativement simple à mettre en place, relativement simple à manager. Je dis relativement. Mais après, il y a toute une partie qui sont des connecteurs pour pouvoir lire des sources et des cibles, c'est-à-dire automatiquement lire des données d'une base de données pour les envoyer vers un Elasticsearch, par exemple, ou les envoyer vers une autre application. La capacité à faire du multi-data center avec Mirror Maker, et également plein de clients au niveau de langage de programmation qu'on va pouvoir utiliser. Donc c'est très ouvert, très simple à utiliser, très simple à étendre, et avec des connecteurs dans la plupart des applications. Je pense que si vous allez voir tous les gens qui parlent de données ici, tous les sponsors, il y a de grandes chances que soit ils utilisent Kafka dans leur projet, soit ils ont des connecteurs pour pouvoir lire et écrire dans Kafka. L'architecture, comme tout système de messaging, est relativement simple. Il y a des consommateurs et des fournisseurs, des consommateurs et des publishers, des producteurs de données. Mais le cœur du métier, en fait, s'appuie sur un cluster de brokers. Donc les machines que vous avez au milieu avec le logo Kafka, on va appeler ça un broker, qui va stocker les messages et être responsable de récupérer les messages quand quelqu'un en produit et de lire un message quand quelqu'un demande de lire un ou plusieurs messages. Parce que ça a besoin d'être distribué, donc il y en a plusieurs qui tournent en parallèle. Et il y a un petit chef d'orchestre autour de ça qui va juste vérifier qui est-ce qui est en live ou pas live, où est-ce que je dois aller écrire, qui est Zookeeper, qui est en fait très utilisé dans le monde Apache, dans le monde du big data, pour garder les topologies et les choses comme ça. Par contre, il y a un point qui est important dans le besoin du début de Kafka, et il faut garder ça en tête, que ça va être utilisé également lorsqu'on va faire des microservices, pour que les microservices parlent entre eux. La montée en charge, en fait, pour pouvoir garantir que je peux écrire ou lire des millions de messages par seconde, il n'y a pas de 50 000 façons de le faire. Soit vous achetez la plus grosse machine du monde,
soit vous mettez plein de machines à travailler en parallèle. Et qu'à partir du moment où on met plein de machines en parallèle, il faut être capable de diviser les données, de partitionner les données, de faire du sharding. Donc le Kafka s'appuie sur un point qui est important, c'est que lorsque vous avez un topic, donc un sujet, là par exemple, ce sont tous les clics de mon application CRM, pour pouvoir garantir une montée en charge en écriture et une montée en charge à la lecture, je vais diviser mes messages par partition. Et là, je vais avoir la partition 0, 1, 2, qui chacune d'entre elles vont potentiellement être sur des machines physiques différentes. Et donc, je vais pouvoir écrire en parallèle sur les différentes machines. Et donc, si on prend l'exemple d'une application CRM, pour garantir que tous les clics d'un client unique, je suis TUG, j'arrive sur votre site, je veux suivre tout ce que je fais comme clic, il faut que mes messages à moi aillent sur la même partition pour l'utilisateur TUG. Mais pour l'utilisateur Denis, ça peut aller sur une autre partition. Donc il y a une clé de partition qui est soit gérée par Kafka directement, soit dans votre application, vous allez dire j'utilise une clé de partition qui va être à cet endroit-là. Donc comme ça, je vais pouvoir distribuer et l'écriture, et pareil pour la lecture. C'est-à-dire que quand je vais lire, pour l'instant, je n'ai qu'un seul topic, c'est-à-dire j'ai qu'un seul sujet qui traite de mes clics sur mon application CRM. Je vais avoir une application Orange qui va lire en parallèle sur les 3 partitions, une application Rouge qui est complètement indépendante, qui va lire sur les mêmes partitions. Je vais avoir une application l'application Orange va me permettre juste de calculer tous les clics pour aller essayer de faire de la recommandation. Je vais avoir du traitement en temps réel pour faire de la recommandation de la page suivante. Et l'autre, ça peut être juste des logs techniques pour garder ça et envoyer ça sur l'analyse du temps de réponse de mes applications ou autres. Et la particularité que vous voyez, c'est que j'ai mis plusieurs consommateurs. Parce que pour la même raison, si je veux pouvoir écrire vite, il faut que j'écrive en parallèle sur plusieurs machines. Si je veux pouvoir lire vite, il faut que je puisse lire en parallèle sur plusieurs machines. Plusieurs machines qui vont tenir les données et plusieurs machines qui vont lire les données. Plusieurs machines parce que mes partitions, elles sont sur plusieurs machines, et plusieurs consommateurs qui peuvent être sur des machines différentes, parce que comme ça, je vais lire en parallèle. Le fait d'avoir plusieurs consommateurs me permet aussi d'avoir un failover, une tolérance aux pannes qui va être automatique. C'est-à-dire que si le consommateur du milieu dans l'application Orange tombe, et l'application du milieu, elle lit sur la partition 1, automatiquement, Kafka va dire que le consommateur du haut, le consommateur du bas, va continuer la lecture sur la partition 1. Donc je ne vais pas avoir d'interruption de service. Il y a quelque chose que je n'ai pas montré sur la slide, c'est que là, j'ai montré qu'une seule partition, un seul topic et plusieurs partitions. Quand vous déployez, je reviens juste vite fait là, j'ai plusieurs brokers au milieu. Donc vous imaginez les partitions 1, 2, 3 sur les 3 brokers qui sont à droite. Mais en plus, j'ai mis en place la réplication, c'est-à-dire qu'automatiquement, les messages sont copiés d'un broker vers un autre. Comme ça, si quelque chose tombe, j'ai toujours une copie quelque part. Après, le jeu de votre application, et vous du développeur et de l'architecte, ça va être, est-ce que lorsque je publie un message, c'est quand je publie un message, est-ce que je vais attendre d'avoir copié juste envoyé sur un serveur, ou est-ce que j'attends d'avoir copié sur plusieurs serveurs, pour être sûr que la donnée ne soit pas perdue. Et là, il faut garder en tête que ça va dépendre de votre business. C'est-à-dire que les clics utilisateurs en CRM, on peut se dire, je vais sauver le plus vite. Si je perds de temps en temps un clic, c'est pas grave. Parce que la probabilité déjà d'en perdre, elle sera petite, parce qu'il faut que le broker tombe avant qu'il y ait eu la réplication. Mais si par contre c'est une transaction bancaire que vous voulez garder, vous allez écrire au producteur, envoie ça sur le broker, sur telle partition, ça c'est automatique, mais attends qu'il y ait au moins une copie ou 2 copies qui aient été faites sur les autres brokers. Et la copie, elle n'est pas faite par le producteur, elle est bien faite par le broker, elle est bien faite au niveau de la partition qui va copier sur un autre serveur physique. Donc une application Kafka, une application de streaming, ça va être, vous avez des applications qui envoient des données sur des topics, un ou plusieurs topics, un ou plusieurs partitions, et vous pouvez écrire des programmes, alors soit avec votre code, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans le contexte de Kafka, vous avez Kafka Stream, et Kafka Stream, c'est du stream processing,
Et KSQL, c'est une capacité à faire des requêtes SQL sur des données qui arrivent en temps réel, et pour pouvoir faire du traitement. Et le résultat du processing, la plupart du temps, c'est d'autres messages que vous envoyez sur un autre topic. Par exemple, vous voulez capturer tous les clics, analyser les clics en temps réel, mais par contre, s'il y a quelqu'un à partir d'une adresse IP qui fait 10 000 clics par seconde, on peut se dire, bah tiens, je ne sais pas comment on fait des attaques, donc je dis 10 000 clics par seconde, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin, il faudrait que je demande aux spécialistes. L'idée, c'est que si vous voyez, avec ça, vous allez pouvoir cumuler tous les clics, les voir, faire du processing et de dire, si sur telle adresse IP, je produis tant de messages par seconde et que c'est au-dessus des 5 000 ou des 10 000, je considère que c'est un hacker ou quelque chose, je vais envoyer un autre message qui est une erreur, qui est une alerte pour mon administrateur, ou je vais tuer sa session, ou je vais faire quelque chose. Et ça peut se faire automatiquement, avec quelques lignes de code. Et le système, c'est pareil de la même façon, pourra être distribué sur plusieurs machines, y compris le processing. Donc si on regarde d'un point de vue microservice, ben, on va utiliser Kafka entre les différents services. Alors, il y a plein d'autres façons de le faire. Là, moi, j'ai pris l'option de dire, pour mon application, je veux utiliser Kafka pour faire mes échanges de messages, mes échanges d'événements entre mes différents services. Pour passer de A à B, de B à C, je vais passer par des messages. Et le gros avantage, en fait, c'est que si vous rajoutez un service C, vous pouvez choisir au moment où il démarre, est-ce que je veux relire tous les événements qui sont déjà passés? Est-ce que je veux juste lire les premiers messages? Et ça, c'est quelque chose qui est très très simple à faire. Mais là, ce qu'on va envoyer, ce sont des événements. Et les événements, en fait, une façon de regarder les événements, c'est pour ça qu'on parle d'event sourcing. Et Kafka, c'est un bon stockage pour l'event sourcing. C'est que si on prend l'exemple d'une banque, et vous allez envoyer des transactions. La plupart du temps, nous, les développeurs d'applications, ce qu'on voit, on voit la base de données. On regarde la base de données, et on va voir que Will, il a 80 $ ou 80 € sur son compte en banque, et que Brad, il a 20 €. Ça, c'est ce qu'on voit. Dans l'event sourcing, ce qu'on va garder, stocker et gérer, c'est le fait qu'au début, Will a déposé 100 €, Brad a déposé 50, Brad a enlevé 30, Will a enlevé 20. Et l'event sourcing, c'est d'avoir ces événements, et on est capable de rejouer toutes les transactions pour arriver au résultat. La plupart du temps, moi je n'ai pas vu jusqu'ici, alors après moi je ne l'ai pas vu, je pense qu'il y a peut-être des gens qui le font, des gens qui s'amusent à recalculer ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va recevoir tous les messages, on garde ces messages-là dans Kafka, si on veut en avoir besoin. Par contre, le service de gestion de compte ou d'affichage de gestion de compte pour l'application mobile va stocker le résultat dans une base de données. Et c'est ça qui va être accédé par l'application. Mais si j'ai besoin de reconstruire ça from scratch, je peux le faire à partir des événements. Ou si j'ai besoin d'avoir un nouveau service qui va analyser quel est le comportement de l'utilisateur par rapport à ses achats, par rapport à ses sorties d'argent, je ne vais pas pouvoir le faire à partir de la base de données. Je vais facilement pouvoir le faire à partir des événements. Pour pouvoir, par exemple, lui faire de la recommandation. Attention, vous commencez à dépenser trop d'argent, mettez de l'argent sur votre compte, ou à l'inverse, c'est Black Friday, vous avez plein d'argent, allez-y, faites-vous plaisir. Donc en s'appuyant sur les microservices et Kafka, je vais vous prendre 2 ou 3 exemples sur lesquels moi j'ai travaillé par le passé, parce que je n'ai pas encore travaillé là-dessus chez Red Hat. C'est notamment, je vous ai parlé des microservices, on a des monolithes, il y a des applications. Et une des problématiques qu'on va souvent avoir, c'est comment je vais commencer à faire mes microservices. Comment je vais développer une nouvelle application où je peux changer l'architecture. Parce que c'est facile pour moi de vous dire, créer des applications microservices. Mais vous êtes bossé dans une banque, vous bossez dans une assurance, ça fait 20 ans que l'application Java tourne, il y a eu quelques évolutions, vous avez du mal à passer à Java 8, mais enfin vous y êtes. Si vous commencez à tout péter, c'est dommage. Par contre, vous pouvez prendre cette application et commencer à l'enrichir pour essayer de créer des nouveaux services. Plutôt que rajouter des gros trucs dans le monolithe, qui vont faire un monolithe qui est encore plus gros, pourquoi on n'essaierait pas de faire, par exemple, des nouveaux services? Et si on prend l'exemple de la banque, parce que c'est ce qui s'était passé là, sur la capacité à faire de la recommandation ou du comportement utilisateur sur ses dépenses,
bah, plutôt que changer l'application, on va capturer ce qui se passe dans la base de données relationnelle. On va faire du CDC, du Change Data Capture. Il y a plein de façons de le faire. Et le Change Data Capture, donc en fait, on récupère en temps réel les événements de la base de données. Et les événements qu'on récupère selon les bases de données, alors on peut le faire avec Debezium, qui est un projet open source qui est poussé par Red Hat. Vous pouvez le faire avec Golden Gate chez Oracle. Vous pouvez le faire avec Talent, avec Kafka Connect, en fonction de la façon dont vous allez configurer. Et l'idée, c'est que quand vous allez avoir des applications dans la base, vous allez recevoir un événement. La table X a été modifiée par un insert de telle valeur. La table X a été modifiée par un delete de telle valeur ou par un incrément de telle valeur. Donc là, vous commencez à avoir l'event sourcing. Alors c'est un peu le monde à l'envers, parce qu'en fait, l'event sourcing est à partir de la base de données, qui est relativement statique, mais ça va générer des événements. Et l'idée, en fait, c'est s'appuyer sur ces événements qui viennent de l'application legacy pour créer des nouvelles applications. Et là, le gros avantage qu'on voit là pour débuter ce genre de projet, c'est que vous ne touchez pas à l'application existante. Et ça, c'est un point qui est clé, parce que si vous commencez le projet, on va prendre notre grosse application sur Webflow, on va l'exploser en plein de petits services, vous n'allez jamais démarrer, parce que vous n'allez pas pouvoir vendre cette valeur à vos utilisateurs. Parce que pendant 6 mois, je ne veux plus rien faire, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout casser. Donc là, l'avantage, c'est que vous vous concentrez sur ajouter des nouveaux services. Et parmi ces nouveaux services, ça va par exemple être de créer un nouveau dashboard en temps réel qui fournit des informations à différentes personnes, créer des API pour mobile, créer de la recommandation. Et une fois que vous avez ces événements-là, vous avez la liberté d'ajouter autant de services que vous voulez, dans les langages que vous voulez, dans les frameworks que vous voulez, voire les faire évoluer. Généralement, quand ce qui va changer, le source event filter et le real CDC, souvent, la première étape, parce que cet événement qui est envoyé par la base de données est très très technique. C'est vraiment, si on est sur du Golden Gate, telle base a été modifiée avec un insert. Si on est sur du Debezium ou sur du Mongo, ça va être la réplication à envoyer telle donnée, c'est une opération de type insert sur tel champ, etc. La première étape, c'est de transformer ça dans un message technique pour l'application, mais qui n'est pas lié à une base de données. Et pourquoi? Parce qu'après, pour le futur, on peut imaginer qu'un jour, vous arrivez à vous débarrasser de votre grosse application Java monolithe par une application microservice. Et là, c'est elle qui poussera directement ces événements sur Kafka. Donc ça, c'est une façon très intéressante de commencer. C'est vous prenez votre application existante, vous utilisez Change Data Capture, CDC, pour envoyer des événements sur Kafka. L'autre partie, c'est d'avoir une vraie application orientée microservice, avec plein de services complètement différents, avec une architecture qui est vraiment distribuée, parce qu'en fait là, dans ce cas-là, moi en fait, je parle d'une société qui s'appelle Liaison Technologies, qui est un fournisseur de services dans la santé aux États-Unis. En fait, elle fournit, c'est comme un ERP. La façon dont on peut le résumer ça, c'est le Salesforce pour la santé, pour certaines communautés de médecins et d'hôpitaux aux US. L'idée, ils ont plein de services en ligne, et ils en rajoutent au fur et à mesure, que ce soit pour la demande de remboursement, pour la capacité à avoir les prescriptions du docteur. Donc les docteurs qui sont dans le réseau, quand il faut une prescription, ça part sous forme de message dans l'application. Pareil pour les résultats de labo, pour tout ce qui va être monitoring en live dans certaines cliniques. Et l'idée, tout ça est envoyé sur un Kafka. Et la source de vérité des données est dans le Kafka. C'est la base de données, ce n'est pas une base de données, mais la base de données principale qui sert dans le cas d'enquête, qui sert en cas de backup, etc., c'est le Kafka. Et à partir de ça, ils peuvent rajouter plein d'autres choses, plein d'autres services, et notamment, parce qu'il y a le même système que chez nous avec la Sécu et la mutuelle, sauf que tout est privatisé quasiment, donc c'est quasiment que des mutuelles, des assurances. Il va avoir besoin de créer des nouvelles applications, de vendre des applications de suivi. Donc ils s'appuient sur tous les messages qui sont envoyés par les données sources et vont réutiliser ça pour faire de la détection de fraude, les vues 360 du patient, du client, de l'hôpital. Et tout ça a été développé purement en microservices depuis le début. Et ça a été déployé sur des machines qui sont à base sur le cloud. Alors je ne me souviens plus sur quel cloud, c'est un des 3 gros, mais je ne me souviens plus lequel. C'est soit Amazon, soit Google, soit Azure, mais je ne me souviens plus lequel. Mais ils ont fait ça de façon
potentiellement portables parce qu'en fait, ils se sont appuyés sur Kubernetes. En fait, ils se sont appuyés sur des containers. Donc, s'ils ont besoin de changer, ils pourraient potentiellement le faire, voire faire de l'hybride, c'est-à-dire partager entre plusieurs parties. Vous pouvez imaginer ce type d'architecture, que ce soit la première ou la deuxième. Donc, je vous ai parlé d'une banque et de la santé. Dans le retail, il se passe la même chose. C'est-à-dire les recommandations en ligne, souvent maintenant, c'est basé sur des microservices qui capturent plein d'informations. J'avais travaillé chez... je ne vais plus me souvenir. REWE, R-E-W-E, c'est un gros retailer en Allemagne. En fait, une des sources de données, c'est qu'au lieu d'avoir des prescriptions, c'est les tickets de caisse. C'est-à-dire qu'à chaque fermeture de caisse, alors ce n'est pas du vrai temps réel, c'est pas dès qu'on est passé à la caisse, chaque ticket de caisse est envoyé sur Kafka, parce que pour l'instant, ils n'ont pas la capacité de le faire, mais ça, c'est l'objectif. À chaque fermeture de caisse, donc le soir, ils envoient tous les tickets de caisse, un ticket de caisse sur un message, et il y a plein de traitements qui est fait, notamment pour la gestion de stock, pour la recommandation sur les cartes de fidélité, et toutes les actions, par contre, sur la carte de fidélité, elles sont faites en temps réel. Donc, vous imaginez le type d'application que vous pouvez créer, en gardant, toujours pareil, un historique assez grand dans la partie Kafka pour l'event sourcing. Donc, j'ai parlé de microservices, l'avantage et le besoin d'essayer de diviser en petits morceaux votre application, de Kafka pour un système de message qui soit hautement scalable, rapide, avec une capacité à stocker le message et le relire à n'importe quel moment s'il y a besoin, y compris pour des nouveaux services. Quelques exemples d'applications. Et là, c'est sur quelle partie comment on pourrait le déployer et que ce soit simple à déployer. Parce qu'en fait, là, on va vraiment parler de petits services qui potentiellement peuvent montrer très rapidement le besoin d'avoir très rapidement de déployer des nouvelles choses. Et pour ça, en fait, les deux... Alors, moi, je travaille pour Red Hat, donc la solution Red Hat pour pouvoir déployer des applications sous forme de container s'appelle OpenShift et elle s'appuie sur Kubernetes. En fait, c'est une surcouche à Kubernetes. Et je vais vous présenter les conteneurs Kubernetes et un petit peu comment ça va vous aider autour des microservices et des besoins que vous avez. Je pense que vous avez tous déjà vu cette application. Je pense qu'on a tous... qui a déjà participé à des présentations autour des conteneurs et Docker. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il n'y a pas écrit Docker dessus. Tiens, hop. Il y a écrit OpenShift. Mais par contre, je crois qu'il y a un point important, c'est... Tu peux me montrer le t-shirt juste il est à l'envers. Ça commence bien. Je crois que c'est uniquement si tu as des big ideas. Je crois que tu dois avoir une grosse idée pour pouvoir déployer. C'est ça. Donc si tu n'as que des petites idées, il ne faut pas que tu déploies. En fait, vous avez vu cette différence entre les machines virtuelles et les containers. Moi, ce que j'aime plutôt voir, c'est cette partie-là. La façon dont j'aime en parler, c'est plutôt qu'est-ce que ça donne pour nous, les développeurs, qu'est-ce que ça donne pour nous, les DevOps, qu'est-ce que ça donne pour les administrateurs système. Parce qu'il y a aussi un impact sur la façon passer sur des containers va aider. C'est que quand on bosse avec des VM, généralement, la VM va tout contenir, l'OS, les frameworks et l'application, ça va plutôt être géré par les ops. Et comme on essaye, non pas de diviser les devs et les ops, c'est d'essayer de faire en sorte que les développeurs puissent comprendre ce qui doit se passer en ops, en tout cas leur laisser plus de liberté, on va essayer de restreindre la possibilité d'avoir des erreurs. Donc en fait, en mettant ça sur des containers, on va garder tout ce qui va être bas niveau, l'OS qui va faire tourner l'ensemble des containers et la machine. Ça, c'est de l'IT. Ça, c'est des ops. Moi, développeur, ça ne m'intéresse pas, ou la partie qui est ops dans mon équipe projet, ça ne l'intéresse pas. Par contre, ce qui est super important, c'est d'avoir les dépendances et les frameworks et mon application, ça me concerne. Et à la rigueur, le gars qui est purement host, qui est en train de mettre à jour les versions du système qui est installé sur la machine physique, il s'en fout de savoir si vous faites du Node, si vous faites du Java 8, du Java 11 ou du PHP. Par contre, vous, en tant que développeur PHP, oh non, je ne vais pas parler de PHP, j'y connais rien. Mais si vous êtes un développeur Node, vous avez envie de contrôler, vous êtes en version 8 ou en version 10 avec tel système de packaging, voire laisser le système builder cette partie-là.
Donc plutôt que sur la partie quel est l'impact sur l'OS, etc., la sécurité et autres, c'est plus voilà ce que ça veut dire. C'est que vous, en tant que développeur, vous contrôlez le packaging complet de votre application. Et Kubernetes, en fait, c'est une fois que vous avez plein de petits conteneurs. Si je reviens là, hop, je me suis trompé. Si je reviens là, la partie verte, c'est là où vont tourner vos microservices. C'est là où vous allez écrire votre code applicatif, les dépendances pour se connecter à une base de données, les dépendances pour faire avoir un traitement particulier. Et c'est ça qui, potentiellement, vous allez avoir besoin d'en avoir plein en parallèle. Vous faites un front-end pour une application REST qui va être consommée par votre application mobile. Si votre application mobile a énormément de succès, il faut pouvoir en rajouter plein en parallèle. À l'époque où je travaillais chez Couchbase, l'exemple qu'on donnait, alors ça date de 2012. C'était Draw Something, ça vous dit quelque chose? Je pense que ça fait partie des jeux qui ont disparu. C'était Zynga, ça avait été racheté par Zynga, qui a disparu aussi, je crois. Mais en fait, ce qui était amusant, c'est qu'ils sont passés de 0 à 50 millions d'utilisateurs en 12 semaines. Donc, sur l'application mobile, c'est pas dur, hein, elle s'installe, elle s'installe, elle s'installe. Mais par contre, sur le back-end, il faut être capable de suivre. Alors, ils avaient mis ça sur Amazon, sur... je me souviens plus quel est l'autre système, mais là, aujourd'hui, si vous imaginez que vos back-end qui prend tous les appels du mobile est dans un serveur REST qui est développé en Node, à l'époque, c'était du Ruby, qui est développé en Node, il faut quelque chose pour vous aider à monter en charge, comme ça. Alors, il y a plein de solutions, mais il y a une des solutions qu'aujourd'hui notre industrie a vraiment pris, c'est Kubernetes. Alors moi, je ne rentrerai pas dans la discussion, est-ce que c'est la meilleure, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui font aussi bien, etc. Aujourd'hui, c'est une vague, et tout le monde a pris cette vague. Quand je bossais chez Mapper, quand j'ai commencé chez Mapper il y a 3 ans, on parlait beaucoup de Mesos. Qui a entendu parler de Mesos? Vous entendez encore beaucoup parler de Mesos? Et peu importe si c'était mieux ou moins bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est Kubernetes qui a gagné cette bataille. Donc, la bataille de la capacité à orchestrer les containers. Alors que lorsque vous allez vouloir déployer une application, c'est-à-dire j'ai besoin de tant de containers, au minimum, j'en veux toujours 3. Et si j'ai telle ou telle demande, je veux que tu en rajoutes 5, puis 10, puis 15, et après que tu redescendes à 3. Si tu en as 3 et tu en as un qui tombe, je veux que tu en redémarres un quelque part sur mes machines. Et c'est ça, en fait, que va donner Kubernetes, parmi d'autres choses. Alors, les noms de projets sont toujours amusants. Kubernetes, ça veut dire timonier, je crois, en français. Et ça vient aussi... Kubernetes est devenu gouverneur en grec. Alors, je ne vais pas faire semblant de connaître quelque chose en grec et en latin et en machin. Mais beaucoup des noms que vous avez dans l'écosystème Kubernetes sont des noms ou des mots grecs. Quand vous voulez savoir ce que ça veut dire, allez chercher sur une traduction vers le grec. Et ça a été développé par Google initialement. Alors, ça ne veut pas dire que Google tourne sur Kubernetes. Google utilise des conteneurs depuis très 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 longtemps avec un système, je crois que ça s'appelle Borg. Ça a été inspiré par ce qu'ils ont fait. Il y a du Kubernetes qui est un projet open source, c'est un des projets les plus actifs aujourd'hui, c'est écrit en Go. Et on peut faire tourner du Kubernetes quasiment partout. Vous pouvez faire tourner du Kubernetes chez vous, vous pouvez déployer votre Kubernetes sur de l'Azure, sur du Google, sur du Microsoft, j'ai déjà dit, sur Amazon, sur OpenShift, bientôt chez Clever. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, par rapport à Liaison Technologie, ils s'appuient sur Kubernetes. Donc potentiellement, s'ils veulent quitter leur provider de cloud A pour aller vers du B, ils peuvent le faire. Ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça, mais la technologie permet de le faire. Et donc dans les technologies, dans les choses, je vous ai parlé de la capacité à se réparer tout seul, la capacité à faire de l'autoscaling, manuel ou automatique. Et surtout, en fait, ça va prendre en compte des choses qui sont souvent chiantes quand on fait du microservice, tout ce qui va être le load balancer et les accès aux services, comment les retrouver, et la capacité à faire du rolling upgrade. Quand je vais déployer une nouvelle version, si vous vous souvenez des présentations que vous avez vues sur les containers sont immutables. On n'est pas censé modifier quelque chose dans un container. Ça veut dire que quand on a une nouvelle version de l'application, on ne va pas aller déployer un WAR dans un container. On va créer un nouveau conteneur, le démarrer à côté des autres,
et enlever les anciens. C'est comme ça qu'on va plutôt déployer, c'est plutôt la bonne pratique. Et ça, Kubernetes va le faire tout seul. Si on regarde d'un point de vue architecture, en fait, ça va ressembler un petit peu à ça, c'est-à-dire que vous avez une infrastructure. Alors, ce qui est intéressant dans la couche du bas, ça peut être n'importe où. Ça peut être dans votre IT, ça peut même être sur votre laptop, si vous avez assez de mémoire, sur le cloud, ou même, dans certains cas, distribué entre une partie dans votre IT, une partie sur le cloud. Et c'est là où des solutions comme OpenShift ou des compétiteurs d'OpenShift vont essayer de fournir de la valeur ajoutée pour simplifier cette capacité à avoir des configurations un peu complexes. Parce que le cloud hybride est la grosse demande des grosses entreprises actuellement. Quand on va voir les grosses banques, les grosses assurances, même les industries, la demande, c'est on sait on commence à passer sur des microservices, sur de la containerisation, mais on voudrait avoir la même flexibilité que si on venait sur Amazon, mais chez nous. Mais comme on n'a pas assez de machines, on voudrait commencer chez nous et quand il n'y a plus de place, partir sur un cloud. Et donc tout ça, l'idée, c'est comment on va répondre à ça. C'est encore en cours de travail, ça. C'est encore en cours de développement, c'est une grosse demande. Et donc là, vous voyez des applications. Alors Node, c'est le nœud au sens physique, hein, c'est une machine physique. Et elle tourne sur le meilleur OS, qui est Red Hat Enterprise Linux. Mais ça, en fait, c'est la grosse différence d'OpenShift par rapport à Kubernetes que vous allez installer vous-même, c'est que ça vient avec Red Hat Enterprise Linux en dessous, et ça vient avec du RHEL dans les containers, si vous voulez. Et donc là, vous voyez, vous avez des applications en Node, alors vous voyez peut-être pas très bien, des Mongo, etc. Et en fonction de ce qui va tomber ou ce que vous voulez augmenter, Kubernetes va le prendre en charge. Si vous avez un serveur en Node.js, un des pods, donc le pod c'est un ensemble de conteneurs qui ont le même service, il y a un Node.js en bas à gauche, là, si celui-là il tombe, et que vous avez dit il m'en faut 3, il va en redémarrer un sur une des autres machines si c'est la machine qui est complètement tombée. Et ça, c'est Kubernetes qui prend en compte. Et le routing de toutes les applications qui vont arriver de l'extérieur, d'en haut, pour aller chercher où est-ce qu'est l'application Node, comment je vais faire du load balancing, etc., c'est géré par Kubernetes. Après, c'est un bon début pour les microservices, mais ça fait quand même quelques années, on sait qu'on a besoin d'un ensemble de qualité de service ou d'API ou des choses pour pouvoir faire quelque chose de puissant. Alors, on ne voit pas grand-chose avec le bleu, mais l'idée, c'est que si vous voyez, c'est plein de choses, c'est une évolution et d'infrastructure avec EC2, avec le mouvement DevOps, avec l'arrivée de DropWizard. Je ne sais pas si vous venez de DropWizard, du framework de dev web qui était vraiment bien en termes de monitoring, déploiement assez rapide, etc., pour faire des petits services. De Spring Boot, la capacité à faire plein de choses, et l'arrivée de Kubernetes. Et Kubernetes devient le runtime. Et dans la vision du monde qu'on a à côté Kubernetes, on va s'appuyer sur Kubernetes pour fournir ces services-là. Si on reprend l'exemple du début, et Kubernetes va me donner la découverte des services, l'invocation, la capacité à l'élasticité, une partie de la résilience également. Et OpenShift s'appuie sur Kubernetes et rajoute quelques services qui vont être la capacité à faire le build pipeline. Le logging et le monitoring est directement installé. Il n'y a pas besoin vous-même d'aller installer un Prometheus. Il est directement dispo ici et toute la capture des logs. Et il y a quelque chose qui est en train de prendre... alors là, je n'arrive pas à savoir. C'est Istio. Vous en avez déjà entendu parler d'Istio? D'accord. Là, maintenant, je peux distribuer à toutes les... Je t'en donnerai à la fin. Hop. Allez, j'essaye. Hop. Et Istio, ça veut dire voile en grec. Je progresse, mon grec. Et l'idée, en fait, c'est de s'appuyer sur Kubernetes, les containers de Kubernetes, pour fournir l'ensemble des services dont on va avoir besoin, qui vont être changer la discovery, la résilience, l'authentification, le monitoring, le tracing. Dans la discovery, ou dans la découverte des services, pardon, ça va fournir pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes, comme la capacité à faire de l'A/B testing, la capacité à faire du green-blue deployment, capable de dire toutes les personnes qui font du mobile
Je veux que tu ailles sur cette version du service. Toutes les autres, tu continues d'aller sur la V1. Ou toutes les personnes qui ont Safari, tu vas sur tel service. Et après, il y a la capacité d'avoir la sécurité, etc. Alors là, je mettais un commentaire, c'est que pour l'instant, j'ai joué avec quelques démos. J'ai écrit un Hello World dans Istio, un service sur lequel j'ai rajouté Istio. On en parle beaucoup. Je n'ai pas encore d'expérience de retour client. Parce qu'en fait, la magie, c'est beau l'informatique, mais la magie, elle vient toujours avec un coût. C'est-à-dire que là, vous avez le conteneur qui tourne dans Kubernetes. Ça rajoute une couche au-dessus qui va faire plein de choses. Ce que je n'arrive pas à voir, c'est quel est le prix de tous ces services en termes de CPU, de réseau, l'impact réel sur la prod. Mais par contre, c'est de la même façon que Kubernetes a vraiment... Docker et les conteneurs ont fait évoluer la façon de voir l'infra, puis Kubernetes avec la façon d'orchestrer les containers. Istio a aujourd'hui un impact assez fort sur les gens qui font des microservices. Maintenant, il faut juste voir l'adoption. Parce qu'après, moi, je vous ai parlé d'Istio, il y a plein d'autres frameworks qui existent. Mais ces besoins-là sont importants dans vos applications. Et moi, j'espère en fait voir tout ce qui est A/B testing, Green Blue Deployment, etc., le build automatique, la capacité à aller très très vite en prod. Même si, alors attention, vous bouchez les oreilles si vous êtes des ayatollahs de la qualité, mais puisqu'on est capable de router toutes les requêtes dans la prod sur la version 1 de votre service et de garder ça qui tourne, et que je peux très rapidement aller sur une version 2, je peux tester en prod. Et ça, c'est fait. Et ça, par contre, ça, c'est fait. Parce qu'en fait, ça n'impacte pas. L'idée, ce n'est pas de renvoyer le résultat à l'utilisateur final, c'est de voir quel est le réel comportement avec des réelles données et des réels utilisateurs. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas tester avant. D'accord ? Moi, je ne teste pas avant, mais ce n'est pas grave. Mes applications en prod, il y a 15 utilisateurs. Et ce n'est pas très critique pour mon business, parce que je n'ai pas de business. Donc, en conclusion, essayez de faire des microservices. Et une façon de commencer, si vous n'avez pas débuté, c'est utiliser vos applications existantes avec votre base de données et capturer les événements sur votre base de données. Ça, c'est très simple. Et ça coûte... Si vous n'utilisez pas Golden Gate, ça ne coûte pas très cher. Poussez vos messages sur Kafka, que ce soit la version open source, la version Streamzy, qui est la version qui tourne sur Kubernetes, ou la version Confluent, pour commencer à comprendre comment vont marcher les systèmes de messaging modernes. Et vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à garder les messages, une fois transformés, comme l'historique de vos applications et l'historique des événements. Et par-dessus, si vous déployez ça sur du Kubernetes ou de l'OpenShift, vous allez avoir une flexibilité en termes d'IT qui est vraiment importante. Et ça, une fois que vous l'avez testé dans vos applications, cette capacité à tester plusieurs versions, à monter en charge, c'est vraiment intéressant. Je vous remercie. Une question ? Et l'année prochaine, si je suis pris, il y aura une démo. C'est la première présentation que je fais sans démo, en fait. D'accord. Bonjour. En fait, je voulais juste rebondir sur la partie des captures d'événements sur les bases pour initier la partie microservices. Est-ce que le fait de mettre des captures sur la base de prod, est-ce que ça risque pas d'avoir des impacts sur les performances de la base ? En fait, ça dépend de la technologie qui est utilisée. C'est-à-dire que si tu fais du MongoDB, par exemple, ça n'a pas d'impact parce qu'en fait, c'est le protocole de réplication qui est utilisé. Si tu fais du mapper, c'est pareil, c'est le protocole de réplication qui est utilisé. Si tu fais du Golden Gate, sur la base de données proprement dit, ça n'a pas énormément d'impact parce que c'est le commit log, donc c'est ce qu'il y a sur disque qui est utilisé. Donc c'est pas. Après, si tu fais du Talent, ça va avoir un impact parce que si je me souviens bien, Talent fait des requêtes pour aller chercher quelle est la dernière version qui a été modifiée. Donc ça modifie un peu ta base et ça fait des requêtes. Donc ça va dépendre de la technologie utilisée. D'accord. Alors moi, je suis là jusqu'à ce soir, donc n'hésitez pas s'il y a des questions après. Encore une fois, merci beaucoup.